Donc je reprends la parole pour faire la conclusion de la journée d'aujourd'hui qui a été fort intéressante et qui a abordé vraiment tous les aspects des enjeux des réseaux sociaux, qui n'a pas caché tout ce qu'on peut en attendre mais aussi tous les risques. Et à mon sens, on peut voir en gros trois questions apparaître suivant les différentes interventions. Alors tout d'abord, il y a la question des intérêts et des limites pour les communautés scientifiques. Après, ce qui concerne les compétences informationnelles et enfin la place des professionnels de l'information sur ces questions. Alors, je vais essayer d'être brève parce qu'on a bientôt dépassé le temps. Donc, en ce qui concerne les intérêts et les limites pour les communautés scientifiques, donc on a vu avec les différentes interventions, les différents retours d'expérience, la diversité des usages possibles de tous ces réseaux sociaux. Donc, que ce soit des usages professionnels ou plus particulièrement pédagogiques, des outils pour les professionnels de la documentation ou pour les professionnels de la recherche, des outils qui permettent de l'affichage, de la présentation d'informations, de la diffusion, du réseautage, etc., etc. Du côté des intérêts, je pense qu'avec la journée d'aujourd'hui, on a vu les principaux intérêts. Donc, trouver des informations. Et donc, je reprends les termes de Dominique Fournier qui disait que désormais, les réseaux sociaux sont indissociables de la recherche d'informations à l'heure actuelle. C'est notamment avec la visibilité plus grande de la production scientifique sur les moteurs de recherche, de référencement. Donc on se rappelle les comparaisons d'Olivier Piot. En ce qui concerne les pratiques, des pratiques rénovées et complémentaires des pratiques actuelles, avec une collaboration plus aisée, donc on l'a vu avec le cas des wikis, et qui surtout permettent une ouverture des pratiques et des contenus au-delà de l'institution elle-même. Et donc là, je renvoie à ce que disait Delphine Cavallo pour les carnets spécifiques à un établissement, donc des créations spontanées de carnets de blog par des chercheurs qui ensuite sont mis en valeur par le HESS ou la MMSH par exemple. Des collaborations plus aisées, plus informelles aussi, puisque l'utilisation des commentaires sur les blogs, par exemple, permet en fait tout simplement d'engager des dialogues beaucoup plus facilement que dans d'autres conditions. La possibilité aussi de produire et de mettre en ligne des documents qui ne sont plus seulement liés à la publication finale d'un article, mais de tout type. Donc aussi bien du multimédia que d'autres données de la recherche. La présentation sur des blogs, par exemple, des lectures en cours, ou alors la présentation aussi de données hétérogènes, comme vient de le montrer Michel Chauffet pour le Plant-Use. Du côté, bien sûr, alors ça c'est la vision un peu idyllique, je pourrais préciser, rappeler aussi les rapprochements avec la société, etc., etc. Mais bien sûr, ce tableau ne doit pas cacher, et la journée d'aujourd'hui n'a pas caché en fait les limites et les risques en fait de tous ces outils, notamment pour la communauté scientifique. Tout d'abord, des limites liées à la multiplication des outils. Multiplication des outils, à la nécessité de multiplier les profils, les présences sur Internet, etc. etc. Limites liées aussi, bien sûr, à la taille critique de l'outil. Donc, je n'ai pas cité en introduction ce matin tous les exemples de réseaux sociaux qui ont eu leur heure de gloire, mais qui ont disparu depuis. On pourrait, ne serait-ce que du côté des réseaux sociaux généralistes, parler de MySpace, en fait, qui maintenant a été largement dépassé par Facebook. Autre limite, la question, et ça c'est une question certainement cruciale pour les communautés scientifiques, de la confidentialité des données. Alors, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Oui. William Exbraya utilisait le terme de compétition pour les chercheurs à l'Observatoire Midi-Pyrénées, puisque en fait, la plupart des outils du Web 2.0 en fait, ont une vocation à rendre des informations visibles à l'ensemble des internautes, ce qui va aussi, bien sûr, à l'encontre des pratiques des communautés scientifiques. Et non seulement dans des domaines un peu secrets. On parlait tout à l'heure des secrets pour devenir le maître du monde, mais aussi des données moins importantes, ne serait-ce qu'en SHS aussi.
Autre problème lié cette fois-ci à l'utilisation d'outils en ligne, du cloud computing. On a mentionné au détour de plusieurs interventions des questions de rupture de service, des questions de fonctionnalité disparue d'un outil qui pousse à passer sur un autre. C'était le cas de Delicious par exemple, tout simplement parce que la plupart des outils qu'on utilise, des outils du Web 2.0 dont on a parlé aujourd'hui, à exception notoire cependant des wikis, reposent en fait sur des modèles économiques de sociétés privées, des startups par exemple, qui n'ont pas toujours un but philanthropique et qui nécessite en fait de se poser la question tout simplement de la pérennité de ces services, et la pérennité des données. Et je suis toujours un peu frappée de voir le développement de réseaux sociaux de style ResearchGate qui permettent en fait de mettre en ligne non seulement sa bibliographie mais aussi ses articles publiés, alors que on pourrait penser plus facilement à aller déposer sur des sites d'archives ouvertes, dont la pérennité est semble-t-il plus assurée grâce à des soutiens institutionnels que des modèles, des sociétés commerciales. Enfin, peut-être encore un quatrième élément qui pose des questions sur l'utilisation des réseaux sociaux et leurs limites pour la communauté scientifique, c'est la question de la difficulté d'attribution et de la paternité des informations. Alors bien sûr, les outils qu'on vous a présentés aujourd'hui ne sont pas uniquement anonymes, et même les exemples de wiki peuvent permettre de tracer éventuellement les sources d'origine. Mais ça reste néanmoins un outil, une question importante et qui rebute en fait certainement une partie des chercheurs, si l'on en croit les études, pour la publication de données sur Internet et sur des outils 2.0. Tout d'abord, la crainte en fait de voir déjà leurs propres données récupérées, modifiées, etc., sans modification d'auteur initial, et aussi la grande question de l'identification des sources, des documents qu'ils peuvent trouver. Néanmoins, si on reprend la conclusion d'une des études dont je me suis inspirée ce matin, on estime que du côté des réseaux sociaux, il est encore trop tôt sans doute pour savoir si les réseaux sociaux vont avoir un effet durable sur la production et la dissémination de l'information et du savoir académique. Il est évident que ces outils favorisent une meilleure visibilité de la science, de la donnée, que ce soit les succès, les échecs, et de ses acteurs dans les principes de l'open science. Mais en même temps, ça interroge la science et les pratiques éditoriales actuelles. Tout d'abord, on a vu de nouvelles pratiques de se mettre en place, donc aussi bien des pratiques pour les blogs, la discussion d'articles après publication par exemple. La nécessité aussi de prendre en compte par rapport au processus éditorial actuel d'autres formes de publication dans l'évaluation. Donc ça, on l'a bien vu avec d'une part l'attribution de l'ISSN pour les carnets d'hypothèses, mais aussi les questions que soulevait Dominique Fournier ce matin sur l'identité numérique. Tout simplement parce que c'est aussi l'occasion de se poser la question de la prise en compte de ces données dans l'évaluation des chercheurs au quotidien, dans leur rapport d'activité, dans leur rapport d'activité d'un labo, mais également aussi interroger les facteurs qui, pour l'instant, assoient un petit peu les métries actuelles de la publication scientifique, donc la bibliométrie, et donc avec l'apparition d'éléments qui ne considèrent plus simplement l'importance des citations, mais des nouvelles métries, des indicateurs de notoriété, de popularité, qu'il faut désormais prendre en compte dans le paysage des communautés scientifiques. Donc ça, c'était le premier aspect qu'on peut noter en fait pour les réseaux sociaux pour les communautés scientifiques. Un autre élément qui me semble très important et qui a été relevé par un certain nombre d'intervenants dans la journée, c'est les questions liées aux compétences informationnelles imposées par les mutations de la science dite donc 2.0. Les compétences informationnelles aussi bien des étudiants que des chercheurs et bien sûr des professionnels de l'information.
Tout simplement parce qu'en fait, tous ces outils, toutes ces nouvelles pratiques nécessitent en fait de toujours être à jour. C'est une évidence, bien sûr, mais je préfère la reprendre, de mettre à jour ses compétences informationnelles. Tout d'abord, connaître les outils les plus adaptés, et donc un certain nombre d'intervenants aujourd'hui ont bien souligné la nécessité en fait de connaître les besoins d'une communauté et de connaître les outils qui pourraient être les mieux adaptés à ces besoins. Un autre élément important des compétences informationnelles, c'est tout ce qui concerne, alors on trouve le terme de PKM, Personal Knowledge Management. En fait, c'est l'idée que chacun doit pouvoir être capable d'avoir son propre système d'information, de validation de l'information, avec, alors du côté des chercheurs qui n'utilisent pas encore le Web 2.0, mais aussi les professionnels de l'information, l'idée du moindre effort, en fait, des outils qu'on doit pouvoir utiliser en perdant le moins de temps possible, tout en attendant un gain réel, que ce soit un gain de temps ou d'une simplification d'une tâche qu'on considère comme nécessaire. Autre élément des compétences informationnelles qu'il est évident est que le développement de l'information sociale met de plus en plus en valeur, c'est la question de la validation de l'information. Et donc je renvoie aux deux interventions de cet après-midi sur Agrodocwest West et l'Observatoire Midi-Pyrénées pour cette question importante en fait de la validation de l'information via la curation et donc le nouveau rôle des documentalistes. Compétences informationnelles encore pour tous les risques liés à Internet sur lesquels il faut bien sûr alerter les personnes avec lesquelles on est en lien. Donc des questions personnelles, l'identité numérique, la question de la réputation, de la persistance de l'information. On n'a peut-être pas trop parlé aujourd'hui, mais c'est un élément important et peut-être un élément que les chercheurs craignent. C'est tout simplement que toutes les informations, tous les commentaires, etc. peuvent rester assez longtemps indexés dans les moteurs de recherche, avec des conséquences possibles, éventuelles, sur la future carrière, les futurs projets, ce genre de choses. Les risques liés à Internet, en fait, c'est aussi l'idée que c'est l'occasion de poser les questions sur toutes les questions techniques, de sécurité des données, sauvegarde des données, et bien sûr les questions juridiques. Donc on a parlé aussi bien des questions de droit d'auteur que des Creative Commons. Enfin, une dernière question qu'on peut se poser sur les compétences informationnelles. Donc, Delphine Cavalos ce matin a mentionné en fait l'idée que c'était la rédaction d'un blog permettait en fait de développer de nouvelles pratiques, une pratique d'habitude de l'écriture, etc. Donc ça c'est plutôt du côté des SHS, mais il est sans doute intéressant de constater que du côté des sciences et techniques, la pratique d'utilisation d'outils de publication de style blog ou wiki permet aussi de travailler de façon collaborative et beaucoup plus facilement, avec des facilités de mise à jour qui n'étaient pas possibles avant le développement d'Internet. Et donc on parle désormais aussi pour ces pratiques de compléments de pratiques traditionnels, d'articles augmentés, puisque maintenant on voit de plus en plus non seulement des articles papier publiés, mais complétés par des schémas, des articles, des vidéos disponibles sur des plateformes en ligne 2.0, et ce qui peut amener à parler d'articles du futur. En fait, ce ne sera plus l'article tel qu'on le connaît dans la revue papier, mais avec des contenus plus développés. Donc en fait, une des études que je citais aussi considérait que, plus exactement, c'est les chercheurs interrogés par une des études que je citais, qui disait que ce n'était pas les outils 2.0, les outils de réseautage social ne produisaient pas particulièrement de nouvelles pratiques, au sens où ça ne révolutionne pas la science. C'est plutôt des pratiques supplémentaires, que ce soit l'aide à l'article d'une publication, l'aide au travail de mutualisation et de collaboration, l'aide au réseautage, ce qui ne vient pas finalement révolutionner les pratiques anciennes de la science, d'échange, de correspondance, ce genre de choses. Enfin, dernier élément qu'il me semble ressortir de cette journée, c'est la question de la place des professionnels de l'information. Alors, j'ai été un petit peu
Enfin, on ne s'est pas concerté avec William X. Bryan, mais je me suis dit, zut, avec sa dernière diapo, il a dit tout ce que je voulais dire dans cette partie-là. Parce que c'était quasiment point par point les 3 éléments que j'avais notés pour cette partie. Donc je vais donc faire vite parce qu'il a dit l'essentiel pour la place des professionnels de l'information. Donc tout d'abord, les outils 2.0 en fait réaffirment clairement la place des documentalistes et des professionnels de l'information dans le cadre de la communauté scientifique avec les pratiques de curation ou de médiation documentaire, j'aime bien le terme qui a été donné par Béatrice Lacoste, et tout simplement dans la mesure où les professionnels apportent une véritable valeur ajoutée par leur connaissance aussi bien des savoir-faire que des outils. Donc il faut, avec le problème des outils 2.0 et du réseau social en général, c'est que bien sûr les outils se multiplient sans arrêt, meurent, vivent, etc., etc. Ce qui nécessite en fait de la part des professionnels de l'information effectivement un rôle de défricheur, d'être toujours en veille sur la veille, de la nécessité de faire des tests. Et je crois que les exemples sur Digo, Scoopit et NetVibes l'ont très bien montré, cette nécessité de tâtonner pour essayer de voir quels sont les outils qui correspondent le mieux aux besoins de la communauté qu'on dessert. Néanmoins, on peut voir aussi que ce ne sont pas simplement des formations aux outils, mais aux formations aux pratiques, parce qu'en fait, les exemples que je viens de citer sont en fait tout simplement l'occasion d'interroger moins un outil que des pratiques. Et je renvoie là, c'est la question de la formation aux pratiques informationnelles, aux compétences nécessaires pour l'ensemble de la communauté pour la recherche, avec un rôle plus accru sans doute de la discussion et de la formation des usagers. Enfin, Michel Chauvet, en conclusion, affirmait qu'il faisait lui aussi un travail de documentation, qu'après les interventions de professionnels de l'information, il nous expliquait cela. Et donc, en fait... Donc en fait, là aussi, je renverrai à la conclusion d'un des rapports que j'ai cités et qui en fait en 2010 et qui indiquait que les outils de réseautage social permettent de réaffirmer donc la place des professionnels de l'information au sein de la communauté scientifique, mais en fait, il ne fallait pas considérer que les documentalistes avaient un rôle prescripteur, dans la mesure où cette étude indiquait que les documentalistes ne doivent plus s'estimer les seuls compétents en la matière. Et ça, c'est un point important puisque que ce soit les chercheurs, les doctorants, les cellules de valorisation, les informaticiens, les spécialistes, voire le grand public, tous ont des compétences en la matière, éventuellement de contenu, d'outils qui peuvent être utiles aux documentalistes dans le cadre des réseaux sociaux. Et donc le grand challenge, pour reprendre un terme anglais, le grand défi en fait de tous ces professionnels, c'est d'essayer de faire comprendre en fait, de faire prendre conscience aux institutions dont ils dépendent la vraie valeur et le vrai intérêt des changements en cours. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc je reprends la parole pour faire la conclusion de la journée d'aujourd'hui qui a été fort intéressante et qui a abordé vraiment tous les aspects des enjeux des réseaux sociaux, qui n'a pas caché tout ce qu'on peut en attendre mais aussi tous les risques. Et à mon sens, on peut voir en gros 3 questions apparaître suivant les différentes interventions. Alors tout d'abord, il y a la question des intérêts et des limites pour les communautés scientifiques. Après, ce qui concerne les compétences informationnelles et enfin la place des professionnels de l'information sur ces questions. Alors, je vais essayer d'être brève parce qu'on a
bientôt dépasser le temps. Donc, en ce qui concerne les intérêts et les limites pour les communautés scientifiques, donc on a vu avec les différentes interventions, les différents retours d'expérience, la diversité des usages possibles de tous ces réseaux sociaux. Donc, que ce soit des usages professionnels ou plus particulièrement pédagogiques, des outils pour les professionnels de la documentation ou pour les professionnels de la recherche, des outils qui permettent de l'affichage, de la présentation d'informations, de la diffusion, du réseautage, etc., etc. Du côté des intérêts, bon, je pense qu'après la journée d'aujourd'hui, on a vu les principaux intérêts. Donc, trouver des informations. Et donc, je reprends les termes de Dominique Fournier qui disait que désormais, les réseaux sociaux sont indissociables de la recherche d'informations à l'heure actuelle. C'est notamment avec la visibilité plus grande de la production scientifique sur les moteurs de recherche, de référencement. Donc on se rappelle les comparaisons d'Olivier Piot. En ce qui concerne les pratiques, des pratiques rénovées et complémentaires des pratiques actuelles, avec une collaboration plus aisée, donc on l'a vu avec le cas des wikis, et qui surtout permettent une ouverture des pratiques et des contenus au-delà de l'institution elle-même. Et donc là, je renvoie à ce que disait Delphine Cavallo pour les carnets spécifiques à un établissement, donc des créations spontanées de carnets de blog par des chercheurs qui ensuite sont mis en valeur par le HESS ou la MMSH par exemple. Des collaborations plus aisées, plus informelles aussi, puisque l'utilisation des commentaires sur les blogs, par exemple, permet en fait tout simplement d'engager des dialogues beaucoup plus facilement que dans d'autres conditions. La possibilité aussi de produire et de mettre en ligne des documents qui ne sont plus seulement liés à la publication finale d'un article, mais de tout type. Donc aussi bien du multimédia que d'autres données de la recherche. La présentation sur des blogs, par exemple, des lectures en cours, ou alors la présentation aussi de données hétérogènes, comme vient de le montrer Michel Chauffet pour le Plant Use. Du côté, bien sûr, alors ça c'est la vision un peu idyllique, je pourrais préciser, rappeler aussi les rapprochements avec la société, etc., etc. Mais bien sûr, ce tableau ne doit pas cacher, et la journée d'aujourd'hui n'a pas caché en fait les limites et les risques en fait de tous ces outils, notamment pour la communauté scientifique. Tout d'abord, des limites liées à la multiplication des outils. Multiplication des outils, à la nécessité de multiplier les profils, les présences sur Internet, etc., etc. Limites liées aussi, bien sûr, à la taille critique de l'outil. Donc, je n'ai pas cité en introduction ce matin tous les exemples de réseaux sociaux qui ont eu leur heure de gloire, mais qui ont disparu depuis. On pourrait, ne serait-ce que du côté des réseaux sociaux généralistes, parler de MySpace, en fait, qui maintenant a été largement dépassé par Facebook. Autre limite, la question, et ça c'est une question certainement cruciale pour les communautés scientifiques, de la confidentialité des données. Alors, j'ai oublié son nom, excusez-moi. Oui. William Exbraya utilisait le terme de compétition pour les chercheurs à l'Observatoire Midi-Pyrénées, puisque en fait, la plupart des outils du Web 2.0 en fait, ont une vocation à rendre des informations visibles à l'ensemble des internautes, ce qui va aussi, bien sûr, à l'encontre des pratiques des communautés scientifiques. Et non seulement dans des domaines un peu secrets. On parlait tout à l'heure des secrets pour devenir le maître du monde, mais aussi des données moins importantes, ne serait-ce qu'en SHS aussi. Autre problème lié cette fois-ci à l'utilisation d'outils en ligne, du cloud computing. On a mentionné au détour de plusieurs interventions des questions de rupture de service, des questions de fonctionnalité disparue d'un outil qui pousse à passer sur un autre, c'était le cas de Delicious par exemple, tout simplement parce que la plupart des outils qu'on utilise, des outils du Web 2.0 dont on a parlé aujourd'hui, à exception notoire cependant des wikis, reposent en fait sur des modèles économiques de sociétés privées, des startups par exemple, qui n'ont pas toujours un but philanthropique et
qui nécessite en fait de se poser la question tout simplement de la pérennité de ces services, et la pérennité des données. Et je suis toujours un peu frappée de voir le développement de réseaux sociaux de style ResearchGate qui permettent en fait de mettre en ligne non seulement sa bibliographie mais aussi ses articles publiés, alors que on pourrait penser plus facilement à aller déposer sur des sites d'archives ouvertes, dont la pérennité est, semble-t-il, plus assurée grâce à des soutiens institutionnels que des modèles, des sociétés commerciales. Enfin, peut-être encore un quatrième élément qui pose des questions sur l'utilisation des réseaux sociaux et leurs limites pour la communauté scientifique, c'est la question de la difficulté d'attribution et de la paternité des informations. Alors bien sûr, les outils qu'on vous a présentés aujourd'hui ne sont pas uniquement anonymes, et même les exemples de wiki peuvent permettre de tracer éventuellement les sources d'origine. Mais ça reste néanmoins un outil, une question importante et qui rebute en fait certainement une partie des chercheurs, si l'on en croit les études, pour la publication de données sur Internet et sur des outils 2.0. Tout d'abord, la crainte en fait de voir déjà leurs propres données récupérées, modifiées, etc., sans modification d'auteur initial, et aussi la grande question de l'identification des sources, des documents qu'ils peuvent trouver. Néanmoins, si on reprend la conclusion d'une des études dont je me suis inspirée ce matin, on estime que du côté des réseaux sociaux, il est encore trop tôt sans doute pour savoir si les réseaux sociaux vont avoir un effet durable sur la production et la dissémination de l'information et du savoir académique. Il est évident que ces outils favorisent une meilleure visibilité de la science, de la donnée, que ce soit les succès, les échecs, et de ses acteurs dans les principes de l'open science. Mais en même temps, ça interroge la science et les pratiques éditoriales actuelles. Tout d'abord, on a vu de nouvelles pratiques de se mettre en place, donc aussi bien des pratiques pour les blogs, la discussion d'articles après publication par exemple. La nécessité aussi de prendre en compte par rapport au processus éditorial actuel d'autres formes de publication dans l'évaluation. Donc ça, on l'a bien vu avec d'une part l'attribution de l'ISSN pour les carnets d'hypothèses, mais aussi les questions que soulevait Dominique Fournier ce matin sur l'identité numérique. Tout simplement parce que c'est aussi l'occasion de se poser la question de la prise en compte de ces données dans l'évaluation des chercheurs au quotidien, dans leur rapport d'activité, dans leur rapport d'activité d'un labo, mais également aussi interroger les facteurs qui, pour l'instant, assoient un petit peu les métries actuelles de la publication scientifique, donc la bibliométrie, et donc avec l'apparition d'éléments qui ne considèrent plus simplement l'importance des citations, mais des nouvelles métries, des indicateurs de notoriété, de popularité, qu'il faut désormais prendre en compte dans le paysage des communautés scientifiques. Donc ça, c'était le premier aspect qu'on peut noter en fait pour les réseaux sociaux pour les communautés scientifiques. Un autre élément qui me semble très important et qui a été relevé par un certain nombre d'intervenants dans la journée, c'est les questions liées aux compétences informationnelles imposées par les mutations de la science dite donc 2.0. Les compétences informationnelles aussi bien des étudiants que des chercheurs et bien sûr des professionnels de l'information. Tout simplement parce qu'en fait, tous ces outils, toutes ces nouvelles pratiques nécessitent en fait de toujours être à jour, c'est une évidence bien sûr, mais je préfère la reprendre, de mettre à jour ces compétences informationnelles. Tout d'abord, connaître les outils les plus adaptés, et donc un certain nombre d'intervenants aujourd'hui ont bien souligné la nécessité en fait de connaître les besoins d'une communauté et de connaître les outils qui pourraient être les mieux adaptés à ces besoins.
Un autre élément important des compétences informationnelles, c'est tout ce qui concerne, alors, on trouve le terme de PKM, Personal Knowledge Management. En fait, c'est l'idée que chacun doit pouvoir être capable d'avoir son propre système d'information, de validation de l'information, avec, alors du côté des chercheurs qui n'utilisent pas encore le Web 2.0, mais aussi les professionnels de l'information, l'idée du moindre effort, en fait, des outils qu'on doit pouvoir utiliser en perdant le moins de temps possible, tout en attendant un gain réel, que ce soit un gain de temps ou d'une simplification d'une tâche qu'on considère comme nécessaire. Autre élément des compétences informationnelles qu'il est évident est que le développement de l'information sociale met de plus en plus en valeur, c'est la question de la validation de l'information. Et donc je renvoie aux deux interventions de cet après-midi sur Agrodocwest Ouest et l'Observatoire Midi-Pyrénées pour cette question importante en fait de la validation de l'information via la curation et donc le nouveau rôle des documentalistes. Compétences informationnelles encore pour tous les risques liés à Internet sur lesquels il faut bien sûr alerter les personnes avec lesquelles on est en lien. Donc des questions personnelles, l'identité numérique, la question de la réputation, de la persistance de l'information. On n'a peut-être pas trop parlé aujourd'hui, mais c'est un élément important et peut-être un élément que les chercheurs craignent. C'est tout simplement que toutes les informations, tous les commentaires, etc. peuvent rester assez longtemps indexés dans les moteurs de recherche, avec des conséquences possibles, éventuelles, sur la future carrière, les futurs projets, ce genre de choses. Les risques liés à Internet, en fait, c'est aussi l'idée que c'est l'occasion de poser les questions sur toutes les questions techniques, de sécurité des données, sauvegarde des données, et bien sûr les questions juridiques. Donc on a parlé aussi bien des questions de droit d'auteur que des Creative Commons. Enfin, une dernière question qu'on peut se poser sur les compétences informationnelles. Donc, Delphine Cavalos ce matin a mentionné en fait l'idée que c'était la rédaction d'un blog permettait en fait de développer de nouvelles pratiques, une pratique d'habitude de l'écriture, etc. Donc ça c'est plutôt du côté des SHS, mais il est sans doute intéressant de constater que du côté des sciences et techniques, la pratique d'utilisation d'outils de publication de style blog ou wiki permet aussi de travailler de façon collaborative et beaucoup plus facilement, avec des facilités de mise à jour qui n'étaient pas possibles avant le développement d'Internet. Et donc on parle désormais aussi pour ces pratiques des compléments de pratiques traditionnels d'articles augmentés, puisque maintenant on voit de plus en plus non seulement des articles papier publiés, mais complétés par des schémas, des articles, des vidéos disponibles sur des plateformes en ligne 2.0, et ce qui peut amener à parler d'articles du futur. En fait, ce ne sera plus l'article tel qu'on le connaît dans la revue papier, mais avec des contenus plus développés. Donc en fait, une des études que je citais aussi considérait que, enfin plus exactement c'est les chercheurs interrogés par une des études que je citais, qui disait que ce n'était pas les outils 2.0, les outils de réseautage social ne produisaient pas particulièrement de nouvelles pratiques, au sens où ça ne révolutionne pas la science. C'est plutôt des pratiques supplémentaires, que ce soit l'aide à l'article d'une publication, l'aide au travail de mutualisation et de collaboration, l'aide au réseautage, ce qui ne vient pas finalement révolutionner les pratiques anciennes de la science, d'échange, de correspondance, ce genre de choses. Enfin, dernier élément qu'il me semble ressortir de cette journée, c'est la question de la place des professionnels de l'information. Alors, j'ai été un petit peu... Enfin, on ne s'est pas concerté avec William X. Bryan, mais je me suis dit, zut, avec sa dernière diapo, il a dit tout ce que je voulais dire dans cette partie-là. Parce que c'était quasiment point par point les 3 éléments que j'avais notés pour cette partie. Donc je vais donc faire vite parce qu'il a dit l'essentiel pour la place des professionnels de l'information. Donc tout d'abord, les outils 2.0, en fait,
réaffirme clairement la place des documentalistes et des professionnels de l'information dans le cadre de la communauté scientifique, avec les pratiques de curation ou de médiation documentaire, j'aime bien le terme qui a été donné par Béatrice Lacoste, et tout simplement dans la mesure où les professionnels apportent une véritable valeur ajoutée par leur connaissance aussi bien des savoir-faire que des outils. Donc il faut, avec le problème des outils 2.0 et du réseau social en général, c'est que bien sûr les outils se multiplient sans arrêt, meurent, vivent, etc., etc. Ce qui nécessite en fait de la part des professionnels de l'information effectivement un rôle de défricheur, d'être toujours en veille sur la veille, de la nécessité de faire des tests. Et je crois que les exemples sur Digo, Scoopit et NetVibes l'ont très bien montré, cette nécessité de tâtonner pour essayer de voir quels sont les outils qui correspondent le mieux aux besoins de la communauté qu'on dessert. Néanmoins, on peut voir aussi que ce ne sont pas simplement des formations aux outils, mais aux formations aux pratiques, parce qu'en fait, les exemples que je viens de citer sont en fait tout simplement l'occasion d'interroger moins un outil que des pratiques. Et je renvoie là à la question de la formation aux pratiques informationnelles, aux compétences nécessaires pour l'ensemble de la communauté pour la recherche, avec un rôle plus accru sans doute de la discussion et de la formation des usagers. Enfin, Michel Chauvet, en conclusion, affirmait qu'il faisait lui aussi un travail de documentation, qu'après les interventions de professionnels de l'information, il nous expliquait cela. Et donc, en fait... Donc en fait, là aussi, je renverrai à la conclusion d'un des rapports que j'ai cités et qui en fait en 2010 et qui indiquait que les outils de réseautage social permettent de réaffirmer donc la place des professionnels de l'information au sein de la communauté scientifique, mais en fait, il ne fallait pas considérer que les documentalistes avaient un rôle prescripteur, dans la mesure où cette étude indiquait que les documentalistes ne doivent plus s'estimer les seuls compétents en la matière. Et ça, c'est un point important, puisque que ce soit les chercheurs, les doctorants, les cellules de valorisation, les informaticiens, les spécialistes, voire le grand public, tous ont des compétences en la matière, éventuellement de contenu, d'outils qui peuvent être utiles aux documentalistes dans le cadre des réseaux sociaux. Et donc, le grand challenge, pour reprendre un terme anglais, le grand défi, en fait, de tous ces professionnels, c'est d'essayer de faire comprendre, en fait, de faire prendre conscience aux institutions dont ils dépendent la vraie valeur et le vrai intérêt des changements en cours. Je vous remercie. Merci beaucoup.